t'as des petites lucioles dans la nuit et tu entends les villageois au loin qui sont en train de brûler des enfants. Bonsoir Alex. J'aime bien la transition qu'elle est pas du tout, quoi. Bonsoir les gens sur Palf. Bonsoir Julien. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on s'attaque à une putain de vache sacrée. Ouais. Et donc, j'attends avec impatience vos commentaires à l'Imodium. J'espère donc que les fans de Stevie Ray la Vosgienne ont le cœur bien installé, parce que on va beaucoup parler de lui. Et on va avoir la prétention de faire ça bien, c'est ça ? On va retrouver son son exactement le même, et vous allez voir, je joue exactement comme lui. C'est connu. Voilà, aussi bien. Pareil. N'ayez crainte, ça va bien se passer. Donc, pour commencer, moi j'avais envie, Alex, de te faire parler pour une fois. D'accord. Ah, c'est bien, tu me prends au piège comme ça. Tu vois, moi j'étais là avec mon thé au calme. Là, t'étais prêt à écouter une belle histoire. Voilà, Julien, raconte-moi une belle histoire. Et puis en fait, vas-y, enlève ton pantalon, quoi. Qu'est-ce que tu perçois et qu'est-ce que tu connais de Stevie Ray Vaughan ? Je voyais bien une double tube screamer, je voyais quelqu'un qui a des inspirations hendrixiennes, je te dis un peu ce que je vois en désordre, hein, complètement, tu le vois bien dans ma façon de t'exprimer ça. J'ai entendu du Dumble, j'ai entendu des amplis assez clairs finalement, et un style de jeu qui a évolué en fait. Okay. J'ai l'impression d'avoir genre la suite d'Hendrix, avec un côté beaucoup plus texan, beaucoup plus allumé, et en fait quand même une autoroute de shred, mais pas shredder. Ouais, c'est pas mal, c'est un bon résumé. Ça va ? C'est effectivement, alors allumé, c'est la coke, hein, on peut le dire de manière très claire. C'est Hendrix qui aurait découvert la coke au lieu de l'herbe. Ok, ouais, c'est ça. Et du coup, ça ouvre pas du tout les mêmes portes. 3 fois plus de vitesse. Ouais, c'est ça. Tout paraît plus vite, plus nerveux, plus aigu. Il y a une bonne raison pour ça. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire de Stevie Ray, mais de manière plus globale. Dans l'histoire de la guitare électrique, Stevie Ray est très important, pas nécessairement pour ce qu'il a apporté musicalement, parce que, alors, détestez-moi, je suis prêt, il n'y a pas de problème, mais je dirais que Stevie Ray n'a pas apporté grand-chose musicalement. Il se plaçait dans une tradition déjà bien écrite, et il n'a pas révolutionné tant que ça par rapport à un Eric Johnson, par exemple, qui est de la même école et de la même époque, mais qui, en termes de style, a complètement trouvé autre chose. Le grand mérite de Stevie Ray, en fait, tout simplement, c'est d'avoir ramené le blues au centre des débats. C'est-à-dire qu'on est au milieu des années 80, on est à une époque où, en gros, si t'as pas une Charvel rose avec un Floyd Rose, t'es qu'un con, et ton ampli, bah, c'est pas un ampli, c'est un frigo avec 400 unités de Chorus Eventide, parce que sinon, de toute façon, on t'embauche pas. Et au milieu de ça, Stevie Ray est arrivé comme une très belle anomalie, avec un blues très, très bête et méchant par rapport à une musique qui était dans un degré de sophistication de plus en plus poussé, et de plus en plus synthétique, avec beaucoup de synthétiseurs, de boîtes à rythme, de guitares ultra processées. Et Stevie Ray est arrivé dans ce contexte-là et a rappelé le mérite d'une Strat vintage dans un ampli Strat Fender vintage aussi. Donc c'est grâce à Stevie Ray Vaughan qu'on continue à gasser, quoi. En tout cas, il a ramené ça. Pour une certaine génération, en gros les gens qui sont nés dans les années 50 et 60, c'est Stevie Ray qui leur a fait comprendre que le blues était important. Lui et Mark Knopfler, en fait. C'est pour le côté britannique, plus discret aussi, mais Mark Knopfler, en plus, avait ce côté cheval de Troie génial.
C'est-à-dire qu'il a fait passer des vrais sons de strat dans des productions avec des synthés de partout, etc. C'est pour ça que je ne voyais pas directement le parallèle avec Stevie Ray. Les 2 premiers albums de Dire Straits, c'est vraiment un groupe de pub rock qui joue dans un bar avec une strat rouge dans un vibroverb et un compresseur. Il faudra qu'on se fasse ça aussi, un de ces 4. Avec plaisir, bien sûr. Serait marrant, mais en tout cas, voilà, Stevie Ray a eu ce mérite-là. Pour une certaine génération, c'est la découverte du blues, tout simplement. C'est-à-dire que si vous êtes né après 55, en gros, pour vous, un bluesman, c'est Stevie Ray. Et dans une moindre mesure Clapton, mais Clapton a bénéficié aussi de Stevie Ray en termes d'exposition. Et d'ailleurs, Clapton, la vraie redécouverte de Clapton, c'est 92, donc c'est après Stevie Ray, puisque la redécouverte de Clapton, je vous le rappelle, c'est l'album Unplugged. Bref. Dans tout ça, donc, belle histoire, Julien. Stevie Ray est né la même année que la Strat, en 1954, et je trouve ça assez joli que du coup, il ait grandi avec la Strat. Il est né donc avec un grand frère de 3 ans, son aîné, qui s'appelle Jimmy Vaughan, et qui est au moins aussi important que Stevie Ray Vaughan, puisque c'est un très grand guitariste qui a l'extrême avantage d'être vivant à l'heure actuelle, contrairement à son frère. Club des 27 non, même pas. Non, il a dû mourir pas loin des 40 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ah, ok, bon, ça va. Attends, 54, 90, je crois. Ça fait... Donc je te laisse faire le calcul. 36 ans. Ouais, voilà. J'ai essayé, c'était dur ce matin. Raté. Vidéo du matin, là. Donc Jimmy Vaughan, si vous ne connaissez pas, Jimmy Vaughan, guitariste génial, un des très grands du Texas Blues, qui a fait partie du groupe Fabulous Thunderbirds, qui a une carrière solo où en gros il est l'un des derniers à défendre un certain style de blues à l'ancienne. Paradoxalement, en fait, Jimmy Vaughan défend un style de blues pré-Stevie Ray Vaughan. C'est-à-dire que Stevie Ray a accéléré le blues, il l'a rendu plus saturé, plus virtuose, et Jimmy Vaughan, en fait, rappelle que le blues avant, il y avait un côté plus nerveux, mais pas cette nervosité cocaïnomane, un côté plus rond dans le son, plus... genre on arrête de mettre les aigus à fond et on retrouve des médiums. Quoi. Avec moins de notes aussi, avec moins de saturation, et ainsi de suite. Donc, très vite, Stevie Ray est très influencé par son frère qui commence la guitare avant lui. Les deux sont victimes d'un père violent et alcoolique. Ça jouera beaucoup évidemment dans les complications de la vie future de Stevie. Il commence à jouer professionnellement dès l'âge de 14 ans. Donc évidemment, comme beaucoup de Texans, comme ce côté Texas Blues, il est né à Dallas et il s'intègre très vite à la scène musicale locale. Ces 2 grandes influences, et ça le restera toute sa vie, Hendrix, comme tu le disais, tu le ressors directement. Au point que niveau matos, c'est une copie conforme d'Hendrix avec la libanaise en plus. On y reviendra. Et Albert King, et ça pour le coup on n'en parle pas assez, mais le jeu de Stevie Ray doit énormément à Albert King. C'est en gros du Albert King en plus saturé et plus rapide, mais dans la manière de bender, dans le choix de certaines phrases, dans l'articulation, on est à fond dedans. Et il y a d'ailleurs un très bel album live avec les deux qui s'appelle In Session, Albert King et Stevie Ray Vaughan, filmé je crois pour la télévision. En tout cas les deux jouent ensemble et on sent évidemment un respect mutuel colossal. Donc Stevie Ray roule sa bosse dans la scène de Dallas et il aurait pu rester un illustre inconnu parce que finalement il y avait plein de mecs qui jouaient du blues avec un chapeau et une strat dans la scène de Dallas de l'époque. Sauf que en 1980, il solidifie la formation de son trio Double Trouble. Double Trouble, donc, qui est le double problème avec son bassiste et son batteur, et lui est donc le troisième point de ce triangle magique. Donc Chris Layton à la batterie et Tommy Shannon à la basse, qui sont les 2 raisons pour lesquelles je n'écoute pas de Stevie Ray Vaughan. C'est en fait une section rythmique tellement pachydermique et sans aucune nuance, et avec en plus la production des années 80 sur la batterie, qui fait que j'ai très pas envie d'écouter Stevie Ray Vaughan pour cette section rythmique qui finalement est une section rythmique de bar texan,
qui aurait dû y rester, et Stevie Ray Vaughan était très clairement un gros cran au-dessus de eux en termes de musicalité. Donc bref, il forme Double Trouble, il tourne avec cette formation-là, et puis il est repéré par Claude Nobbs. Claude Nobbs, ah, c'est un nom qui me plaît. Claude Nobbs, qui est le Funky Claude de Smoke on the Water. Funky Claude was running in and out, qui n'est autre que l'organisateur du festival de Montreux. Merde. Le festival de jazz à Montreux, qui donc programme Stevie Ray Vaughan en 1982, alors qu'il est un inconnu total. Mais Claude Nobbs se dit, ce mec-là a un jeu fabuleux, je vais le faire jouer, et puis advienne que pourra. Et c'est vraiment il était bien dans les affaires, quoi. Ouais, complètement. Il était plutôt pas mal. Il avait compris 2-3 trucs. Il sera aussi un grand supporter de Gary Moore, notamment. Oui, il a misé sur des gars, on n'y croirait pas, quoi. Un mec qui, a priori, aime bien le blues quand ça déboule. Et donc, il programme Stevie Ray, et en 82, en fait, c'est le concert qui va déterminer toute la suite de la carrière de Stevie Ray Vaughan, puisque dans le public, il y a David Bowie, qui flash complètement sur Stevie Ray et qui du coup l'engage pour jouer sur son prochain album. Et il se trouve que l'album de 83 de David Bowie, c'est Let's Dance, avec Nile Rodgers à la production. Voilà. Et il se trouve qu'il se passe un truc magique avec Nile Rodgers à la rythmique et Stevie Ray qui fait des phrases à la Albert King en réponse. Et c'est lui notamment qu'on entend à la fin de Let's Dance avec le solo génial, même si noyé dans la reverb pour coller avec la prod, mais ça marche 82, très bien. Tu m'as dit. 83. 83, ah oui, juste avant son album du coup. Voilà, c'est ça. Ah ouais, ça a bien lancé ça. Bah oui, c'est ça. Ah ouais, mortel. Et on l'entend sur China Girl, etc. Et il se trouve qu'il y a un autre musicien important dans le public à Montreux en 82, c'est Jackson Browne. Et alors, tu ne connais pas non plus Jackson Browne, et c'est un vrai problème. Jackson Browne fait partie de ces grands singer-songwriters de la fin des années 60, de l'école de Laurel Canyon, avec les James Taylor, les Carole King, tous ces gens qui sont avant tout des gens qui façonnent des chansons de la façon la plus élégante qui soit. C'est lui notamment qui a écrit Take It Easy pour Eagles, donc qui a écrit le premier gros single des Eagles avant la période Hotel California. Et il se trouve que Jackson Browne donc est fan de ce qu'il voit de Stevie Ray Vaughan à cette époque-là, et il lui propose très gentiment d'utiliser son studio de Los Angeles pour enregistrer son premier album. Donc Stevie Ray accepte l'offre. Ils vont à Los Angeles enregistrer ce qui deviendra Texas Flood, le premier album, et ils l'enregistrent en 2 jours dans les conditions du live. Genre, les gars, 3-4, on y va, et papa pif, papa poum. Pas mal. Un tournage PALF, quoi. Un tournage PALF. Il se trouve que, en plus de ça, c'est à ce moment-là que Stevie Ray fait une rencontre de matos qui va déterminer pas mal de choses dans sa vie, puisqu'il se trouve que Jackson Browne est l'un des premiers à avoir acheté des amplis à Alexander Howard Dumble. Et donc, c'est chez Jackson Browne, dans son studio, que Stevie Ray joue sur un Dumble pour la première fois. Et c'était le Steel String Singer. C'était l'Overdrive Special. Oh merde. Et ouais, il en commande un. Quoi. Voilà. Mais du coup, il a dû faire des prises avec. Bah bien sûr. Tout l'album est fait avec ça. Dans ma tout vie. L'album a été fait avec ça. Et alors, je te donne tort, mais en ayant tort moi-même, c'est qu'après, il s'est procuré un Overdrive Special, mais que l'ampli de Jackson Browne, c'était encore un autre modèle, qui est surnommé le Mother Dumble, et qui est, si ma mémoire est bonne, un 200 watts, qui ressemble plutôt du coup à un Marshall Major. Donc encore un autre modèle qui n'existe pas de chez Dumble, mais qui serait plus proche d'un Steel String Singer, qui est connu pour son headroom clean et sa très grosse puissance. Parce qu'on a testé des overdrive spéciales, ça sonne pas, en tout cas cet album. Alors, un overdrive spécial, t'as 2 canaux.
Oui. En fait, la plupart du temps, Oui, en tout cas, les pédales qui les ça, c'est MP vrai No que, Box ouais. proposent le canal saturé du Ouais. Overdrive Special, Ouais. mais on oublie un peu vite qu'un Overdrive Special, c'est quand même 50 ou 100 watts de son clean hyper, T'as de quoi le faire clean, hyper si headroom. Ouais. Et donc, bon, le Steel String Singer, c'est prévu pour les joueurs de pédale steel. Donc, ça explique que ça reste clean hyper loin. Ouais. C'est sur un modèle de Twin, hein, tout simplement. Ouais. Mais le Overdrive Special, t'as quand même un gros son clean aussi. Oui, c'est vrai que je suis habitué à l'écouter simuler Canal Overdrive. C'est ça. Ouais. Mais C'est en ça. fait, c'est la partie la moins intéressante de l'Overdrive Special. Vraiment. Bah, j'ai Moi, bien envie quand j'ai eu tester un l'occasion vrai, de... j'ai eu cette chance-là. Ouais. Et vraiment, j'ai trouvé le son clean plus intéressant. Le son saturé... Je te rejoins. En fait, ça marchait pas pour moi, mais c'est parce que c'était celui de Robben Ford, donc c'était conçu pour Robben Ford. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas le même jeu que Robben Ford. C'est différent. Et du coup, j'ai préféré le son clean. Mais bon, faut pas oublier que l'Overdrive Special, malgré son nom, c'est un son clean avec une overdrive par-dessus. Bref, Amusé. donc ils enregistrent Texas Flood qui sort donc en 83. Stevie Ray dans la foulée refuse de participer à la tournée de David Bowie. Bowie lui propose d'embarquer donc sur ce qui deviendra le Serious Moonlight Tour, donc la tournée de l'album Let's Dance. Ouais. Qui est en fait dans Let's Dance à un moment il dit Under the Moonlight, the Serious Moonlight, ce qui ne veut absolument rien dire, mais c'est ça qui est génial et du coup ça devient le nom de la tournée. Et donc Stevie Ray refuse ce qui est probablement un contrat extrêmement lucratif et la possibilité de jouer devant des millions de personnes pour défendre son propre projet. Il sait qu'il a Texas Flood dans la caisse et il veut aller le défendre avec Double Trouble, sans compromis, et c'est tout à son honneur, évidemment. Très confiant. Confiant et texan. Ouais, vraiment genre, ce côté, genre, moi. les gars, tes brichetonneries, ça va bien 2 minutes, mais moi, On est je quand vais même aux jouer du États-Unis, blues quoi. sur mon âne, et personne m'en empêchera. Ok, Donc, très bien. évidemment, c'est un album qui se fait remarquer, mais c'est pas un album non plus qui se vend à des millions d'exemplaires, pas à l'époque en tout cas. C'est un succès qui se bâtit petit à petit, avec notamment le deuxième album en 84 qui est Couldn't Stand the Weather, avec la reprise de Voodoo Child. Qu'on va aussi étudier aujourd'hui. Normalement, c'est sur ces deux premiers albums que tu nous as fait. C'est sur ces deux premiers albums qu'il y a les morceaux qui, à mon sens, en termes de son, sont les plus intéressants. Il y a une raison pour ça, c'est qu'après, ça se barre en couille. En 85, c'est l'album Soul to Soul. C'est l'album du clavier, puisqu'il ajoute un claviériste qui est pas forcément une décision, en tout cas pour mon plaisir personnel, ça gâche vachement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est l'album de la coke. Là, vraiment, Stevie Ray est au fond du trou en termes d'alcoolisme et de dépendance à la coke. Et malheureusement, ça s'entend un peu en termes de production. Il y a ce côté très piquant, très aigu, et ce côté trop speed de la plupart des tempos qui effectivement ne marchent pas. Déjà, c'était speed avant, mais là, si tu veux, ils ont pris les tempos live sur l'album, quoi. Très bien. Donc voilà, Stevie fait une cure de désintox qui visiblement fonctionne, et en 89, il sort In Step. Alors, In Step, qui est référence aux 12 Steps, donc le programme des alcooliques anonymes américains. Il divorce d'avec sa femme Lenora, la fameuse Lenny de l'instrumental. Et donc, il sort cet album, qui est un album en grande partie écrit par Doyle Bramall, le papa, pas Doyle Bramall 2, puisque Stevie Ray fait souvent appel aux compos des autres. En fait, la plupart des morceaux, en gros, chaque album, c'est à peu près moitié-moitié. Moitié de reprises et moitié de compos. Et là, donc, les compos sont de Doyle Bramall et parlent de sobriété, de rédemption, enfin de... sobriété en français ça marche pas tellement, mais de plus prendre de la coke, de rédemption, etc., et de ce côté religieux qui aux États-Unis est inévitable quand on se désintoxique, puisque les alcooliques anonymes, c'est, je vous rappelle, un programme religieux en grande partie. Le premier step dans les 12 steps, c'est reconnaître que on est sans pouvoir face à son addiction, et donc mettre sa volonté entre les mains d'un pouvoir supérieur.
et vous sentez la barbe de Jésus qui vous gratte dans le dos et tout. Ou de celle à qui tu viens de faire le chèque juste avant. Non, je crois que c'est gratos les alcooliques anonymes. Oui, mais je veux dire, c'est le centre de désintox d'avant, la Betty Ford Clinic, qui pour le coup coûte beaucoup plus cher que les biscottes qui te servent au petit déjeuner. Bref, finalement, donc, le 27 août 1990, Stevie Ray joue en première partie d'Eric Clapton dans le Wisconsin. Et il prend un hélicoptère qu'il ne devait pas prendre à l'origine, mais il a vraiment besoin de rentrer le plus vite possible. Et on connaît la suite, l'hélicoptère se crache contre une colline de ski, et évidemment, il ne survivra pas à l'accident. C'est d'autant plus rageant que ça correspond à une période dans la vie de Stevie Ray qui avait l'air un peu plus calme que ses débuts, et artistiquement ça correspond à l'album Family Style qui sort un mois après sa mort, qui est un album en duo avec son frère, avec Jimmy Vaughan, produit par Nile Rodgers, et qui est, à mon humble avis, un des albums les plus intéressants de Stevie Ray musicalement. On se garde ça pour une prochaine fois. On se gardera ça, évidemment, avec plaisir pour une prochaine fois. Donc, tous ces disques ont été platine aux États-Unis, double platine pour certains, et donc c'est vraiment l'artiste blues par excellence dans les années 80. Super. Qui ramène le côté strat vintage au devant de la scène. Alors strat vintage, il y en a plusieurs. Ouais, Stevie Ray avait plein d'instruments différents, et finalement, vous connaissez l'histoire, il avait le même son quelle que soit la strat qu'il joue. Donc il avait une strat ignoble de luthier avec son nom incrusté dans la touche et manche traversant et tout, qui est quasiment d'aussi bon goût que sa grosse sangle avec les notes de musique et son chapeau avec la plume. Il est connu pour son style. Il est texan. Voilà. Mais évidemment, la strat à laquelle tout le monde pense, c'est la number one, la fameuse, celle qui est pougnave de partout. Pougnave, c'est un nouveau mot. Ouais, je vois. C'est genre ce qu'ils te vendent à 4000 balles chez le Fender Custom Shop. 4000, c'était il y a 10 ans. Oui, d'accord. Voilà. Si tu la veux Master Built, maintenant, c'est le prix de ta voiture quand elle était neuve. Quand elle était neuve. Donc, oui, c'est ça, j'ai vu ça il y a 10 ans. La number one, en l'occurrence, c'est une merguez. C'est-à-dire que c'est un corps de 59 avec un manche de 62, puis de 63, puis de nouveau de 62. Enfin, c'est le bordel. Comme quoi il sait jouer, quoi. Avec un vibrato gaucher. D'accord. Pour le clin d'œil à Hendrix, évidemment, qui retournait une strate de droitier. Ouais, mais quand même. Personne n'est à la... Ah, voilà. Ah oui, d'accord. Très bien. Je sais pas si c'est bipé. Personne n'est à l'abri de la pignole. Ouais, faut partir de ce principe-là. Oui. Et il n'y a rien de mieux que l'auto-pignole. Et il y a aussi l'autre grande strate de Stevie Ray qui est Lenny, qui est une strate donc, qui a été nommée Lenny en souvenir de l'histoire, qui veut qu'il l'a vu dans un pawn shop, il a flashé dessus mais il n'avait pas les moyens, et c'est Lenora, donc sa femme, qui est allée l'acheter avec l'aide des amis de Stevie Ray, à qui il n'avait pas encore emprunté des thunes pour de la dope et qui du coup voulait encore lui prêter de l'argent. Cette strat-là, donc, il a écrit évidemment l'instrumental Lenny dessus en hommage à sa femme. Et ça, pour le coup, alors j'ai mes petites notes, c'est une 65, mais vous allez me dire, oui, une 65, mais elle a la touche érable, bah oui, c'est une 65 sur laquelle il a changé le manche. Il y a quelques photos où on la voit encore avec sa touche palissandre, mais pour le coup, donc, Lenny, c'est devenu sa strat érable par excellence. Les deux ont été répliqués par le Custom Shop. Lenny, d'ailleurs, a été vendu lors d'une vente aux enchères Crossroad pour pas loin de 500 000 balles, je crois, et c'est Guitar Center qui l'a acheté. Pas mal. Comme Blackie, comme la 335 rouge. En fait, Guitar Center, il les achète pour ensuite proposer des répliques du Custom Shop. Exclusive Guitar Center. C'est ça, et donc ils se font plein d'argent dans tous les cas. En fait, ils rentabilisent, tout va bien. Dans tous les cas, ils se font de l'argent. On s'inquiète pas pour eux, tout va bien. Le décathlon de la guitare a encore de beaux jours devant lui. Et donc, au niveau ampli, alors non, avant les amplis, il y a quand même un détail sur lequel je voulais revenir. Vas-y. C'est l'accordage en mi bémol. Oui, ça comme c'est Hendrix. On te l'a donné comme ça. Voilà, Ah non, tu l'as encore
fait. C'est horrible, j'adore ce petit trick. En fait, vous faites croire que vous êtes accordé en standard parce que vous jouez en position de Fa. Et vu que notre oreille est habituée au standard, et ben après on joue le mi grave à vide et ça fait ça. Et j'adore. Et là, tu sens que le monde n'a pas de sens. Ah ouais, là, quoi. c'est interdit, J'adore en fait. ça. Je vous parlerai un jour de ma technique de jeu au capodas sans capodas. C'est à peu près du même acabit. Mais bref, donc Stevie Ray s'accorde un demi-ton plus bas avec des cordes énormes. Selon les moments, c'était du 12,54 ou du 13,56. Alors, 12,54 en accordage un demi-ton plus bas, c'est à peu près finalement l'équivalent de 11,52 ou quelque chose comme ça. En normal. Donc, c'est pas si énorme que ça en ressenti. 13,56, ça commence à être compliqué. Et je voulais revenir là-dessus parce que c'est une connerie. En fait, c'est une connerie pour une bonne raison, c'est qu'il y a un côté un peu macho viriliste derrière ça, genre ouais moi de toute façon je saigne quand je joue. Ce côté mes cordes sont énormes donc j'ai le son. Donc j'ai les plus grosses que toi. Quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça. On parle toujours de diamètre et en fait c'est vraiment une connerie. Parce que c'est pas forcément ce qu'il vous faut, des grosses cordes. Et Billy Gibbons joue sur du 8,36, Jimmy Page aussi. Et a priori, 8,36 ouais, je savais même pas que ça existait. ils l'ont fait juste pour lui. Ouais. Et Jimmy Page à peu près aussi. Et pourtant, on peut pas nécessairement les accuser d'avoir un son de merde. Moi, j'ai pas pratiqué des expériences sur les diamètres de cordes, mais ça doit quand même avoir une incidence. Regardez la vidéo de Rick Beato là-dessus, qui est excellente. Ouais, Rick Beato oui, fait ça. Sur la même guitare, le même ampli, jouer la même partie avec des tirants de cordes différents. Ouais. Et ça reste quand même assez subjectif parce que s'il a envie de te démontrer quelque chose, il peut changer son intention au jeu. Évidemment. Donc ça, c'est un peu sale. Oui, complètement. En fait, tu vois, il faudrait vraiment un banc de test scientifique. Tu vois, avec une propagation d'ondes et un élément qui fait vibrer. On n'aurait pas le ressenti. Et le ressenti fait quand même partie du son. Oui, malgré tout, cette résistance finalement que les la résistance de t'opposent. Faire jouer différemment. Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Donc, et finalement la science se fait battre par toujours les sbroufs quoi. Parce qu'on joue pas avec de la science. Ouais. C'est le principe. Ouais, mais quand même, tu vois, j'aimerais bien avoir un. Bon, ça doit se calculer d'avoir une formule, genre tu dois avoir plus d'aigus, moins d'aigus, plus de basses, moins de basses. Probablement, mais après ça faire, dépend de la gratte aussi. Ça dépend du type de chevalet, ça dépend du médiator que vous utilisez. Ouais, c'est vrai. Parce que dur sur dur, c'est pas pareil que mou sur dur, ou dur sur mou, ou mou sur mou. Mes couilles sur ton nez. J'ai plein de choses avec le nez aussi. Si on prend Malcolm Young par exemple, lui joue effectivement sur des cordes énormes, 13,56 en accordage standard. Parfait. Mais il n'a pas des médiators super durs pour autant. Ouais. Donc il y a une certaine douceur qui vient se heurter à un mur de briques et c'est ce contraste-là qui fait joli. D'autant plus que lui ne joue qu'en rythmique et sur un ampli à peine saturé. Donc en solo sur un ampli doublement saturé comme Stevie Ray Vaughan, des grosses cordes, c'est un choix qui n'est pas forcément toujours pertinent. Et si vous prenez Hendrix, il jouait sur des cordes hyper fines aussi. Ouais. Donc pour bender, c'est plus pratique quand même. C'est pas la même chose en tout cas. C'est pas pareil. Ouais. Donc arrêtez de vous faire mal, c'est pas nécessairement la solution. Si vous avez mal et que ça vous donne pas envie de jouer que d'avoir des cordes énormes sur votre strat, c'est pas la peine. Ouais. Vous n'êtes pas Stevie Ray Vaughan et c'est pas grave. Et il faut arrêter de côté macho viril, j'aime bien. Ouais, mais c'est vrai. Y a de ça, c'est vrai, il y a ce côté-là sous-entendu, genre faut en chier pour avoir le son. Ouais. Et moi-même, j'ai été coupable de ça par le passé et en fait, tous, on est tous passés par là. J'ai trouvé mon bonheur avec du 11-49 sur les Les Paul et du 10-46 sur les Strat. Ouais, ok. Et ça marche vraiment très bien, quoi. Ouais, t'as un côté, tu mets de la grosse corde sur le gros manche et de la petite corde sur le petit manche. Non, parce que en fait, c'est tout simplement que la Les Paul, c'est un diapason court. Ouais, ok. Et donc, du coup, sur un diapason court, des cordes plus dures auront une sensation plus molle. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est exactement. C'est des sensations très proches du 10-46 sur un diapason long et du 11-49 sur un diapason court. Je vois. Et en plus de ça,
mes types Les Paul, donc ma Collins et ma R6, c'est des manches bien arrondies, donc avec ce côté plus mou de sensation de jeu. Ce qui peut paraître paradoxal, mais quand on a un manche fin, j'ai cette sensation qu'avec des grosses cordes, vu qu'on n'a rien où s'accrocher à l'arrière, tu manques de solidité. T'es plus sur la corde en fait. Ça. Ouais. Ok. Donc voilà, ça je tenais vraiment à le dire. C'est pas parce que Stevie Ray jouait du 1356 que vous aurez le même son avec du 1356 sur votre strat. Il faut jouer comme Stevie Ray. Déconnez pas avec les grosses cordes. Le reste du matos, les amplis évidemment, on est toujours dans du gros qui tord pas trop. Ouais, tout simplement. Ça. Tout simplement. Donc, j'ai l'impression que tu peux mettre beaucoup d'amplis et beaucoup marcheré. C'est ça. Ouais. J'ai vu du Deluxe Reverb Blackface. Alors, Vibroverb okay. Blackface et Super Reverb Blackface. Donc avec un peu plus de haut-parleurs qu'un Deluxe. Ouais, des choses sympas. Le Deluxe n'a qu'un haut-parleur et c'est évidemment pas suffisant. Si on veut un gros son clair avec du headroom, d'autant plus que à l'époque il n'y avait pas encore de réédition. Oui. Et en fait, alors ça, vous le savez peut-être si vous avez joué sur un vieux Deluxe, mais les Deluxe Blackface d'époque crunchaient assez vite. Oui. Les rééditions ont un headroom de malade, voire même trop des fois. Et en fait, les Blackface, même les Blackface d'époque, crunchaient plus vite. La techno qui devait être différente, bien sûr. On fait évoluer. Après, mais donc, c'est pas non plus un ampli avec le Deluxe, c'est pas non plus du 100 watts, c'est du 40, je crois. C'est du 20 watts. C'est du 20 watts, voilà. Donc, mais la réédition a un beau headroom quand même. Ok, c'est mieux fait. Ça tord de manière assez moche du coup. D'accord. Donc, c'est toujours c'est un échange. Qu'est-ce qu'on préfère? It's a trade-off. Donc, et dans trade-off, il y a off, comme si on enlevait quelque chose quand on échangeait. Et les mots réfléchissent pour vous, les gars. Pensez-y. Donc, Vibroverb, Super Reverb et évidemment Dumble. Oui. Donc, Steel String Singer plus que Overdrive Special. En tout cas, c'est plus cohérent. Et toujours des combinaisons de différents amplis. Il jouait rarement sur un seul ampli. Il y a eu une scène d'ailleurs très Spinal Tap dans l'esprit où il vient jouer l'hymne américain dans un stade au Texas, très probablement. Et rien que pour jouer l'hymne américain au slide de manière hyper dégueulasse, d'ailleurs, c'est vraiment l'époque où on sent qu'il n'est pas super bien, il ramène genre 3 ou 4 amplis pour jouer l'hymne américain dans un stade, quoi. Tout seul, j'adore. Ouais. Donc voilà, en mode t'inquiète. Il y a la même chose avec Steve Vai aussi, qui a genre 2 stacks avec des racks et tout. Parce que sur un genre de stade comme ça, c'est tout repiqué, tout amplifié de partout. De toute façon, t'amènes un champ, ça ira très bien. Ouais. Et il y a pareil avec Eric Johnson qui ramène ses 2 twins, son plexi et tout. Enfin voilà, c'est important de poser ses couilles quand on joue l'hymne américain. Oui, c'est pour le Larsen, t'as raison. C'est juste pour ça. Voyons. Mais donc bref, voilà. Et niveau pédale... Donc, c'est la même chose que Hendrix. C'est-à-dire qu'on a la Fuzz Face, l'Octavia, la Vox Wah-Wah. Oui, pour cette partie-là. L'Univibe. Ouais. Donc, tous ces éléments-là, c'est les mêmes. Ouais. Et c'est tous ceux qu'on va pas retenir. C'est-à-dire que, en fait, il les utilise essentiellement quand il fait son Hendrix gonflable. Et c'est, à mon avis, le côté le moins intéressant de Stevie Ray Vaughan. Là où il est intéressant, c'est quand il utilise une cabine Leslie, qui est plus précisément un Fender Vibratone. J'en veux un. J'ai vu ça, Et un jour, j'en aurai un quand je serai grand, parce que c'est quand même bien. Et j'ai une alerte sur le Bon Coin. Et déconnez pas. Ils vont t'envoyer un MP, t'es foutu. Mais non, ils le font plus. Oui, mais quelqu'un qui l'a. Tu vas encore rentabiliser ton tournage, toi. T'as raison, t'as raison. T'as envoyé un truc comme ça, genre envoyez-moi. Je l'ai envoyé dans l'univers. Ouais, c'est ça. Et l'univers va me ramener un Fender Vibratone à 850 €. Ça vaut ou ça vaut pas plus? En bon état, je pense que c'est ce que ça vaut, parce que c'est comme une cabine Leslie, ça prend tellement de place que personne n'en veut. Et puis ça s'abîme bien. Quoi. Et puis mine de rien, il y en a eu pas mal quand même à l'époque, hein, mais c'est surtout, personne n'amène ça sur scène, ça n'a pas de sens. Non. Sauf toi. Mais moi, je veux bien. Et puis, donc, la Tube Screamer, évidemment. La Tube Screamer que Stevie Ray Vaughan, en fait, contribue très largement à populariser. Sans Stevie Ray Vaughan, il n'y aurait pas eu le succès de cette Tube Screamer. D'ailleurs,
la Tube Screamer avait été arrêtée à l'époque où Stevie Ray Vaughan l'a remise à la mode, en tout cas sous la forme qu'il l'utilisait. Alors lui, il s'en foutait, il utilisait une TS-808, une TS-9 et même une TS-10. En fait, il a évolué avec la TS, finalement. Oui, bah, c'est juste qu'il avait celle qu'il achetait au moment où il avait besoin de la jouer. Et là où, évidemment, le son de Stevie Ray est devenu légendaire, c'est qu'il avait 2 Tube Screamers stackés. Alors, 2 Tube Screamers stackés, pour la bonne raison que, en fait, il avait compris la raison pour laquelle la Tube Screamer avait été construite, c'est pour pousser un ampli. Ouais. Et ça, j'y reviendrai parce que c'est mon petit cheval de bataille. C'est qu'une Tube Screamer qui génère du drive, c'est moche. C'était moche. C'est moche. C'est moche et j'aime pas. Ça a évolué. Et oui, bah il y a des gros malins comme toi qui ont trouvé un moyen de rendre ça joli. Voilà. Mais c'était à l'époque pas très beau. Une TS 808 qui génère du gain à l'époque, ça n'a aucun intérêt. Surtout qu'il était dans l'époque, je crois, il a très vite pris les 7 et les 10, des choses comme ça. 10, 7 c'est bien après. Ouais, c'est bien après, ouais. Mais en 9 tout cas, et la 10, 10, 9 il est passé par là, la 10 aussi. Et c'est vrai que c'est pas forcément les plus belles. Non. Et en fait, bah, c'est dans le nom. Tube Screamer. Ouais. Vous avez vu une lampe dans votre Tube Screamer ? Non. Donc d'où vient le nom Tube Screamer ? C'est que c'est fait pour faire hurler les lampes de votre ampli. Merde ! C'est pas compliqué, c'est marqué dessus. Tu sais par qui ça a été donné ce nom ? Par le fils de quelqu'un qui bossait chez Samash. Oui, c'est ça. Ouais. Le fils H. Le fils H, c'est ça. Voilà. Et effectivement... C'est pas compliqué, c'est une pédale qui est faite pour l'époque où les overdrive, c'était l'ampli. Même si vous prenez les premières overdrive de Boss aussi, vous allez les essayer comme un con sur un son hyper clean et vous vous dites ouais ça sonne pas, bah non c'est pas fait pour, merde. Donc la Tube Screamer, Stevie Ray Vaughan, vous inquiétez pas maintenant c'est bien. Stevie Ray Vaughan l'utilisait pour faire cruncher des amplis qui avaient beaucoup de headroom. Donc, il l'utilisait avec très peu de gain et beaucoup de volume. Ouais. Et la raison donc du stacking de ces Tube Screamers, c'était pas pour avoir un gain de port en stackant du gain sur du gain, c'était pour pousser le volume de cette première Tube Screamer qui, elle, poussait le volume de son ampli. Ah, mais du coup, en faisant ça, il poussait le gain. Parce que tu cascades. En fait, quand tu pousses... Alors là, je prends les deux qui sont là en exemple, c'est 2 Tube Screamers style Tube Screamer. Oui, c'est ça, il n'y en a aucune sur laquelle c'est marqué Tube Screamer. Celle-ci, quand elle va venir éclater les fesses de celle-là, en fait, elle va lui monter le potard de gain. Et oui, mais différemment. Mais de manière beaucoup plus belle que si tu faisais juste ça comme un pauvre con. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vas éclater l'étage d'entrée, et l'étage d'entrée, c'était un transistor. Donc ça sonne mieux que d'aller éclater l'étage d'un AOP. Sauf si tu utilises des diodes de clipping et tout. Voilà. Bon, voilà. On arrive à faire des bonnes Tube Screamer aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, ils n'étaient pas gâtés. Non, c'est ça. C'est pas qu'elles étaient mauvaises, mais elles étaient pour cette utilisation. T'as raison, ils n'étaient pas gâtés. Ils utilisaient des amplis à 500 000 balles poussés à dos. En fait, c'est ça. C'est comparé aux amplis qu'ils avaient, il valait mieux garder l'ampli et venir mettre un peu de volume pour titiller l'entrée. Bah oui, parce que tiens, d'ailleurs, c'est une question qu'on m'avait posée sur les commentaires de la vidéo, comment ça marche une pédale d'effet. Ouais. J'ai pas eu le temps d'y répondre. On me demandait pourquoi on se pignole. T'es en train de partir en FAQ là. Ouais, un peu. Mais c'est dans le sujet. Wild FAQ Pierce quoi. Ouais, c'est ça. C'est dans le sujet. C'est pourquoi on se pignole sur des diodes de clipping branloman, pourquoi on va chercher des AOP, des transistors chelous. Et en même temps, on va vouloir préférer de la lampe pour son ampli. C'est un gros sujet pas évident. Oui, ça peut paraître paradoxal. C'est très paradoxal. En fait, c'est très simple. L'ampli à lampe, si vous en avez un bon, votre pédale d'overdrive, elle va avoir qu'un seul objectif, c'est de le bonifier. De tout faire pour l'exploiter au maximum de son potentiel. Parce que si vous voulez faire ça, normalement, c'est tout à 11 et vous êtes mort. Donc là, aujourd'hui, on revient sur un niveau respectable et on va y mettre des petits accessoires qui vont bien s'empiler et qui vont exploiter le meilleur de cet ampli dans les conditions qu'on lui offre. Alors là, donc, notre ampli sera virtuel. Ouais. On a le Caltaxel Bauer comme toujours, mais vraiment, il est réglé de façon à n'avoir pas grand intérêt. Bon, je suis dur parce que c'est déjà beau en fait. Oui,
en a qui ont déjà fait une carrière avec ça. Ouais, en c'est fait. déjà bien en fait. Mais Bon, qui est sur une base dumbbell aussi. oui, bah c'est ça. Bon. Il y a quand même un air de famille. Voilà. Mais dans l'idée, on va plutôt utiliser donc un des deux MP No Box que tu nous as choisi. C'est ça. Vas-y, mais c'est vrai qu'on explique-nous un peu. Comme tu dis, on pourrait très bien pousser le Kelt et avoir déjà le son. C'est ça. Ouais, mais pour jouer le jeu avec vous, on a ça. Alors Lenny, donc, ouais, ça c'est qui obligé. est le bassiste de Notored. De Notored. Ben oui, c'est ça. De Notored. Alors, j'étais obligé de la mettre parce que, bien sûr, clin d'œil, etc. Ah, Lenny Kravitz. Voilà, Lenny Kravitz. Celle-ci, c'est un peu particulier. C'est, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, un Dumble Steel String Singer avec une Tube Screamer déjà dedans. D'accord, donc ils ont tout mis, quoi. Voilà, ils ont tout mis. Donc celle-là, elle est un peu Donc hors c'est un course. Stevie Ray in a box. C'est ça, il est dedans, il t'attend. Alors, elle est un peu hors course. Je voulais quand même la mettre parce que J-Rocket, ils font des super pédales. Oui. Et c'était important quand même d'avoir cette référence pour celui ou celle qui n'a pas envie de tout acheter séparément, qui veut juste faire « Je suis Stevie Ray ». Alors fais voir si on pousse un peu. Alors attends, j'ai là-bas. Si on pousse un peu, le mec met à 10 direct. Ok, donc C'est intéressant quand même. si on le pousse, en fait, ça fait pas non plus un gros gain. Je suis d'accord avec Donc toi. Le côté c'est- Tube Screamer que j'avais lu, je le ressens pas. Bah, en fait, c'est le côté, ce que j'appellerais le premier son de base saturé de Stevie Ray, Ouais. qui est une seule Tube Screamer pour pousser le dumbbell. Et encore parfois il la met pas. Ouais, c'est ça. Mais on est entre les deux, ouais. Mais en tout cas, c'est un très beau MP No Box, je trouve. C'est ça. Ça embaume. Ça embaume. En fait, tu vas quand même sentir la différence, mais t'as raison, c'est ce que tu dis, c'est avec une Tube Screamer. C'est un peu exactement ça. ça. Parce que du coup, la steel string. Du coup, la steel string de Vertex. Bon, on connaît tous Vertex. On connaît tous Vertex. On sait ce que t'as fait, Vertex. Elle est beaucoup plus clean. Ouais. Elle s'appelle d'ailleurs Clean Drive. Mm. Et elle, alors la promesse. de Clean notre- Drive. Ils sont pas à une connerie près, quand même. hein. Oui. Clean Drive. Ouais, c'est. Non, mais voilà. Non, mais les gars, enfin. Et tu vas voir, quand je vais l'allumer, là je suis avec le gain à fond. Ok. C'est ça, hein, j'ai toujours le gain à fond. Remets le son clair. Eh, pour un kit Music Dings, ça marche très bien. hein. Alors l'histoire elle est pas là. J'ai regardé le schéma, j'étais curieux hier soir. Ouais. Avant que Sacha se réveille et que je puisse t'écrire mon mail, j'ai regardé Bien le sûr. schéma. C'est du mu-hump. Alors, Ok. la polémique, il y a une deuxième polémique sur la tech, c'est aussi cette pédale, c'est que en fait, le mu-amp a été créé par, je crois que c'était Greg Anderson, c'est un truc comme ça. Je suis pas loin du nom. Corrigez-moi. J'aime ça. Il a créé un schéma qui est fantastique avec deux transistors JFET Mhm. qui copulent pour faire le plus de gains possible. Ok. Et ce truc-là, en fait, il l'a pris d'un livre qu'il avait acheté quand il était dans les années 70 en train de bricoler des pédales. Il l'a réadapté, ça n'avait plus rien à voir avec Très probablement le Craig Anderton. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Craig Anderson. Bien sûr. Voilà. Et il a eu la bonne idée d'en mettre deux et ça fait le schéma d'un Dumble Steel String Singer. Mmh. Du coup, les DIYers en furie ont déballé cette pédale et ont retrouvé que c'était exactement le même schéma. Voilà. Pas joli, hein. Non, mais bon, après, on le fait tous, de prendre le schéma d'un autre dans les pédales. T'as des choses à nous avouer. Bah, moi, je mets le schéma clairement sur. Je l'ai mis clairement en ligne, le schéma de la Ego Driver. C'est d'ailleurs le projet FX Teacher. Je considère que j'ai pas pour but d'avoir inventé quelque chose. Oui, ça après, il y a un projet pédagogique aussi. Voilà, donc on transmet les schémas qu'on a récupérés, qu'on a remodifiés, qu'on a réadaptés. La Element. Là, on a créé. T'as pas mis le circuit d'une reverb unit, que je sache. Bah non, j'ai refait à ma sauce. Bah oui, t'as pas de lampe déjà. Voilà, j'ai pas pu faire une reverb unit, donc ça, on a créé quelque chose dans l'équipe. Donc voilà, après, on peut pas non plus jeter la pierre, tous les fabricants de pédales remettent des schémas et les remettent en ligne. Donc ça, c'est normal. Par contre, il y avait autre chose qui était sympa. Ouais. Pardon. Donc, on va la remettre en jazz. Apparemment, ouais, donc il y a le côté mu-amp, et il y a le côté aussi, normalement, la tonne, de ce que j'ai lu, c'est une tonne de Big Muff.
D'accord. On va essayer pour voir si c'est vrai. Pourquoi On dirait que tu retrouves un vieil ami en touchant cette tonalité. Ouais, j'aime bien, moi. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien, ça rappelle des choses. En effet. Alors, j'aime bien parce que, en fait, c'est malin. Si tu veux faire SRV, tu mets ça à fond. Ouais, ça marche bien. Ouais, d'accord. Et là, je l'ai mise en mode jazz. Je sais pas pourquoi il met jazz et rock. Mais en gros, le Parce mode que jazz, il n'y a pas de... sur le Dumble, t'as un sélecteur. Ah, voilà. Ça s'adresse aux connoisseurs. Le connoisseur, ouais. De la même manière qu'il a repris la même police de caractère à chier partout. Oui, et le même nom, quoi. Et le même nom, hein, tout simplement. Bah, il n'est pas allé aussi loin que British Pedal Company qui sort des pédales sous la marque Dumble. Ouais. On est quand même dans une belle enculerie. Il y a pas mal d'escrocs dans notre marché, quand même. Hein. C'est fou. On est en train de se rendre compte petit à petit. Wait. C'est très vertueux. Est-ce que ce tout seraient ça. pas tous des connards? En tout cas, des escrocs. Non, moi j'aime bien. Alors, c'est très clean, mais t'as le caractère. Regarde, Choleta, je la rallume. On va voir par rapport à celle-là. Elle est belle. La elle est belle. bosse, là, elle est Bah plus là, belle. elle a des médiums en fait. Mais quand tu écoutes. Quand tu écoutes bien, il n'y a pas de médium. Hein. Sauf quand tu mets les tube screamers. Ouais, mais en fait, je préfère ça, même si c'est moins fidèle. Mais regarde, là, avec mais moi aussi, je préfère la Lenny, hein, avec clairement. la petite Element, là, on y est pour le... C'est beau. C'est quand même super beau. Pour résumer, la Lenny, elle est peut-être moins fidèle, mais elle est beaucoup plus belle. Ouais. Et la Steel String, elle est dans la fidélité de l'exercice de vouloir faire SRV parfaitement, quoi. Voilà. Bon, c'est beau ce que t'as joué. Bah ouais, mais c'est un beau. très beau morceau. Alors, c'est un morceau que j'ai appris spécialement pour... Enfin, que j'ai appris... Que j'ai T'as travaillé travaillé pendant 4 minutes et demie, spécialement pour cette vidéo, parce que j'ai jamais voulu le jouer. Ouais. Parce que c'est un traumatisme de vendeur de magasin. Oui, ok. C'est vraiment genre, j'ai une Strad, je suis en son clair, je vais jouer ça. Et du coup, ça me... Et c'est ta sortie du samedi, tu l'as préparé. C'est un peu l'équivalent de Titanic pour les pianistes, quoi. Je comprends. Donc, deuxième son, moi j'avais envie de m'intéresser au côté saturé mais pas trop de certaines de ces rythmiques. Alors, le saturé mais pas trop, c'était quel morceau que t'avais choisi ? On est déjà trop avec deux là. Ouais, il en faut qu'une. Une seule, c'est bien, Une mais seule, alors... Est-ce qu'on se branlerait un peu en essayant la 808, la TS9 et la TS10 ? On est encore sur le premier ou le deuxième ? On est sur le premier, effectivement. 808, oui, hein. donc c'est forcément une 808. Ah ouais, hein. Il y a une certaine raideur dans l'aigu de celle-là que j'aime bien. C'est qu'il n'y en a pas en fait. Mais un médium un peu plus sale. Hein. C'est ça. Tu vois ?
Ah, ça, j'aime pas. C'est mieux ça. Ça, c'est mieux. On perd tout de suite. Ouais. D'en mettre deux. Ouais. D'en mettre deux. Bah, en fait, c'est parce que celle-là a déjà un peu une dedans, quoi. Ouais, et puis c'est vraiment en solo. Ouais. En rythmique, il y a quand même une attaque. Et oui, Ouais. là du On est coup d'accord. ça se tient. Là, ça se tient bien, ouais. Putain, c'est- Ah, il y en a plein. Je m'attendais pas à ça. Ok. Alors ouais, tu me disais le... En fait, C'est chaud quand même, faut le faire. Hein. c'est un peu de la poudre aux yeux. Ouais. En vrai, comme plein de planches raides, une fois que t'as compris la mécanique et que tu la chopes, Ah, faut la c'est faire, pas quand même. compliqué. Lentement. Oui, c'est vrai que Voilà. c'est pas méchant, ouais. Et après, on peut accélérer, voilà, autant qu'on veut. Une fois qu'on a la mécanique de base. Il y en a plein. Il y en a plein. Ah, la coco. Ça aide, hein. On est pas mal, hein. Ouais, alors. Bon, dernière étape. Attends. Si on devait les conseiller sur la tube streamer, on ferait comment? Comment ils choisiraient? Vas-y toi, parce que moi j'aime pas la tube screamer de toute façon. T'es méchant. Elles sont bien, ces tube streamers. Bah oui, c'est très bien pour faire Stevie Ray Vaughan. c'est pas ce que C'est je vrai veux que c'est faire, vrai moi. que t'aimes pas, toi, la tube streamer. Non, moi, j'aime bien la tube streamer parce qu'elle a évolué avec le temps. Mhm, En fait, là, ce qu'il a fait JHS, qui est sympa, bon, c'est qu'il t'a mis les classiques. mhm. Chose qui, du coup, on a vu, les vieilles, ben, c'est pas forcément les meilleures. Ah, tu veux dire que si on met JHS, c'est peut-être mieux. JHS, Ouais, elle est mieux. là on peut la driver, genre, Ouais. salut les gars. Oui, C'est sympa. ça vaut pas une Savage, mais oui, pourquoi pas. C'est gentil. Mais non, mais après, voilà, elle est très cool si tu veux explorer l'histoire de la Et tube alors, streamer. Ta petite choupette, faut la mettre comment pour avoir ce genre de joyeuseté? Tu y es presque, regarde.
c'est presque que j'aime, ça. Alors, la Ego Driver, la philosophie est différente. On a pris une 808 de base, on y a mis 18 volts de headroom dans les dents parce que c'est plus sympa. Ça te rappelle la Savage qui est en 27 volts, on n'est pas loin. Et on a mis 3 clippings, 3 voicing. Et ça, c'est cool. Et là, on est sur la dernière version de la Ego Driver, tu sais, celle que tu as vue, que tu as pris en photo sur Insta ce matin. Oui, bien sûr. Donc, on n'a pas changé énormément de choses. Pour ceux qui l'ont déjà, ne vous inquiétez pas, vous avez fait un bon choix déjà. Mais là, on a modifié un peu... Mais quand même, vous n'avez pas la nouvelle. Hein. On a un peu changé les voicings. C'est quand même... vous l'avez pas, quoi. La Tube Screamer, moi, je ressens deux choses. Enfin, je ressens qu'une chose, mais finalement, j'ai trouvé deux façons de l'améliorer. En fait, il y a beaucoup de médiums, c'est le but. Oui. Mais t'as rien autour. Oui. T'as rien autour. Oui, ça filtre les graves et ça filtre les aigus. Le constat est là. Bien sûr. En fait, je crois que... Oui, mais ce qui marche très bien sur un ampli à lampe en live. Voilà, ce que tu vas faire dans un autre épisode. Donc, on mettra le voicing au milieu et ça restera une Tube Screamer classique. Moi, ce que j'ai fait là-dessus que j'aime bien, c'est que je peux te pousser les aigus ou te pousser les bas. Et moi, je trouve que c'est ce qui manque pour que ça devienne un overdrive un peu flatteur ou un overdrive perçant. Ouais. Voilà. Ouais, je vois. Et après, t'as des clippings différents pour t'amuser. On est bien là. On est bien, ouais. Ouais, T'as des d'accord. basses, elles reviennent. Très bien. Voilà, bon, c'est pour te faire essayer. Alors, pour terminer, moi j'avais envie de me faire un peu plaisir avec le son donc, du Fender Vibratone. Bah oui. Et donc tu as sorti le Lex. Ouais, et aussi la Reverb Element. Duralex, c'est de Lex. Duralex. Bon, donc Strymon, c'est pas forcément la marque que je préfère en général. C'est personnel, hein. Il y a des très bonnes choses chez Strymon, mais moi, c'est pas... Est-ce que c'est parce que c'est trop cher ? Non, le prix, je m'en fous, parce que tu vois bien qu'on se branle sur des trucs à je sais pas combien. Est-ce que c'est parce que c'est numérique ? Il y a un peu de ça. Mais après, le numérique, j'ai pas une allergie, tu vois, il y a du numérique que j'aime bien. Mais à chaque fois que j'ai branché une Strymon, je me suis pas fait marteler la tête comme je l'aurais attendu. Ouais. Par exemple, Walrus, quand je branche, il y a beaucoup de numérique, ça me fait ça. Du coup, je pense que c'est juste que c'est pas l'univers qui me parle. Mais parce que Strymon, c'est de l'utilitaire. Ouais, c'est ça. En vrai, Walrus, il y a un côté création artistique c'est ça. qui fait que t'es un peu surpris, donc inspiré. Ouais. Strymon, ça marche parce que ça fait ce qui est marqué sur la boîte. Et c'est ça que j'aime avec l'Alex. Et d'ailleurs, comme par hasard, dès qu'ils font un truc un peu barré, ça marche pas. Oui. Leur flanger, il marche pas tant que ça. D'accord. La Night Sky. Ouais, j'ai jamais branché. J'adore, c'est génial. C'est génial, mais tout le monde s'en est foutu. Parce que c'est pas ce qu'on demande à Strymon. Ouais. Alors que des Big Sky, ils en ont vendu à plus savoir qu'en faire, alors que ça vaut 500 balles. Ouais, et la Big Sky est typiquement comme la Timeline, c'est pas mes effets préférés. Non, mais c'est de l'utilitaire. Ouais, c'est ça. Tu veux tous les délais et toutes les reverbs du monde, bah tu mets les deux sur ton board, au moins tu seras plus jamais emmerdé. Ouais, ok. Après, tu vois, quand la Timeline, je l'avais branchée, j'avais cherché un reverse delay. Donc je me suis dit, tiens, la Timeline, ouais, ça m'a pas... Ouais, mais ça fait ce que tu veux que ça fasse. Voilà, c'est ça. Il y a un côté rassurant de savoir qu'au moins ça va pas plus tu loin. seras couvert. Quoi. C'est ça. Alors l'Alex, par contre, bah, elle fait bien ça. Elle te simule tout ce que tu pourrais faire autour d'une Leslie. Donc il y a beaucoup de boutons. Mais les boutons sont efficaces, ça marche très bien. Et la mini-vent, oui, elle est bien, elle est facile à utiliser. Mais celle-ci, quand même, est beaucoup plus performante. Non, c'est assez bluffant. Moi, je dois avouer que j'ai aussi moi, une relation compliquée avec l'Alex. Ouais. Je l'ai pas eu. Ouais, ok. Mais j'en ai beaucoup rêvé. Rêvé carrément. Ouais. Ouais, d'accord. Il y a une époque où vraiment je rêvais de pédales. C'est avant que tu fasses ton vrai travail, quoi. Non, c'est revenu avec Palf. Ah merde. C'est terrible. Je suis désolé. Il y a une époque où j'avais réussi à m'en foutre et puis maintenant, ça y est, c'est foutu. Ça m'agace de nouveau. Ouais, en fait, j'adore la Leslie. Ouais. Ça, moi aussi. Vraiment. Je suis fan du son. Ouais. C'est l'un des rares effets de modulation que j'adorais. Et la vibe, c'est pas une Leslie. C'est pas pareil. Et justement. Faut arrêter.
Je t'envoie la Voilà. transition. En fait, je dis que j'aimais parce que maintenant j'aime tous les effets de modulation. J'ai appris à les apprécier dans leur grande diversité, ce qui fait que récemment j'ai acheté un flanger, ce que j'aurais jamais pensé faire. Quoi un Tamco. Ah, bah oui. Un modèle qui n'existe pas. J'étais là en plus. Mais voilà, j'ai complètement craqué, j'ai trouvé ça génial. Et je vais probablement craquer le phaser Way Huge que t'as pas encore reçu, mais qu'il me faudrait. Ou peut-être qu'il est pas en ligne, mais je l'ai. Je ne sais pas ça. Faut regarder. Et en tout cas, donc j'ai longtemps cherché ma Leslie. Et j'avais la Ventilator, qui était là avant même que Neo Instruments sorte la Mini-Vent, il y a une dizaine d'années. Donc, il m'avait envoyé la première, la grosse Ventilator, qui était bien, mais chiante, parce qu'elle avait sa propre alim et tout. Oh, relou ça. Et du coup, par dépit, en fait, je me suis mis sur l'Univibe à la place. Ouais, et sur c'est quand même pas pareil. Sur la Deja Vibe de Fulltone, qui est très bien. Ouais. Mais j'ai pas retrouvé exactement ce que je voulais, donc je suis passé au Chorus, la Julia de Walrus, que je trouve absolument génial, parce que finalement je me suis rendu compte que j'aimais le vibrato. Et du coup j'ai aussi chopé la Artificial Blonde de JHS, pas que pour Madison Cunningham, mais beaucoup pour Madison Cunningham. Mais j'adore le vibrato, c'est vraiment un effet que j'aime beaucoup, peut-être plus que le Chorus. Mais en tout cas, il y a un truc de la Leslie que j'ai jamais complètement retrouvé. Et finalement, et je vais te faire hurler, mais je crois que ma Leslie préférée, c'était celle qui était embarquée dans mon pod HX. HX, n'importe quoi, non, bien avant le HX. Le pod rouge, la haricot. Alors la version HD, non pas encore HD. XT, d'accord. Le pod XT, donc le haricot mais un peu modifié. Un peu mieux, ouais. Et il y avait une Leslie dessus et j'adorais ce son-là. Mais ça c'est une histoire de souvenirs aussi. Mais c'est ça. C'est sur les souvenirs. C'est une putain de Madeleine. Ouais. Et alors après, j'ai eu la chance en studio de me brancher sur une vraie Leslie. Et là, les cieux s'entr'ouvrent et tu te dis, mais putain, j'allais conclure là-dessus. La vie n'a pas de sens si tu te branches pas là-dessus. J'allais conclure là-dessus, c'est qu'en fait, l'Alex, pour l'instant, j'y reviens depuis des années. Ça fait 3 ans qu'on tourne des vidéos. Ça fait 3 ans que je la remets. Parce que c'est peut-être la moins pire. Bah, c'est ça. Parce qu'en fait, une vraie Leslie, on a un épisode PALF à ce sujet. Il y a eu, une vraie Leslie dans le studio. Et là, franchement, merci Monsieur Kiao qui avait ramené la Leslie. C'est mieux, c'est tout, c'est au-dessus de tout ça. Bah oui, c'est ça. Et l'Alex, c'est juste là, ça arrive par là. Tu vois, ça commence à. Ça. J'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Mais oui, c'est quand même moins chiant à amener à un concert, quoi. Mais voilà, je me dis que de la même manière que j'ai cherché un délai et que finalement je suis arrivé sur la Ecofix, je cherche une Leslie et je crois qu'en fait il me faut juste un haut-parleur qui tourne, quoi. Bah ouais, mais t'as la pièce pour ça maintenant. Bah oui, ouais. Enfin bon, ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place. Hein. Ça te fait quand même l'équivalent d'un 4-12. Hein. Ouais, le vibrato n'est plus petit, justement. Ouais, voilà, ok. Bon, bah tu sais ce qui va t'arriver. Non. il prépare le MP là. Oh putain, je me suis auto-marabouté. Mais oui. T'as fait tout seul comme un grand. Non, mais voilà. Ce qui est très bien dans l'Alex, c'est qu'effectivement, on a tout ce qui fait le son d'une Leslie. Le drive du préampli, puisque une Leslie, on rentre dedans avec un préamp, forcément, sinon ça marche pas. La distance du micro, puisque la Leslie, on l'entend toujours sur les albums, mal repiqué, si l'ingé son, c'est pas ce qu'il fait. La rampe, c'est-à-dire la Attention, vitesse... je sais plus quel était le réglage. C'était en fast. Ça va. La vitesse que va mettre le moteur à passer de lent à rapide, et ça, en fait, c'est hyper important. Génial. Mais ça fait toute la différence. Parce qu'une Leslie, on règle pas la vitesse, par définition. On fait les transitions. Il y a la vitesse lente, la vitesse rapide, et puis si on a de la chance, on peut transitionner de la manière fluide avec une pédale d'expression. Mais bref, voilà, une Leslie, c'est ça.
on est bien quand même avec Non, l'Alex. Hein. Si, On est bien. si George Harrison en avait une, je vois pas de raison que j'en ai pas. Tu vois, enfin, ça n'aurait pas de sens. Oui, tu serais pas à fond dans ton extrême recherche du son et du gaz, quoi. Non, mais voilà, il y a un moment où ça va me pendre au nez. Bah, Mais moi, j'aimerais déjà lancé, bien lui rentrer un peu dans la gueule, voir si ça fait comme sur les disques. Ça, il doit être là. Ça marche très très bien. Sachant qu'on pourrait faire J'avoue. beaucoup mieux, et j'hésitais à le faire à la dernière minute, mais pas eu le temps. Je t'aurais mis 2 amplis, et t'as la sortie En stéréo. stéréo. Bah ouais, et là tu tapes. Parce que là, tu vois, j'ai mis le dry wet. Ouais. C'est un peu frustrant de rentrer en dry wet dans un ampli. Mais bon, là, ça marche bien. J'ai envie de te dire, sur une Leslie, de toute façon, t'es tête pas est sur dry nos wet. amplis. Bah, t'es sur la Leslie Et et ton surtout ampli. quand tu l'écoutes sur un album, c'est pas pané Ouais, droite-gauche. Donc ouais. non, on est dans le réalisme. C'est beau, mais c'est pas ça, putain. Bah, tu peux pas voir pareil. Mais t'es pas loin. T'es quand même assez proche. Et c'est pour ça J'aime que... bien parce que on conclut un épisode sur Stevie Ray Vaughan sur le fait qu'il me faut une Fender Vibratone. Ouais. C'est terrible, hein. Je pourrais être tombé amoureux d'une Tube Screamer entre temps, mais non, quoi. Bah, t'es un peu... Tu m'as quand même dit qu'on se rapprochait de la Savage à un moment. Bon, on n'a pas trop parlé de la Element. On la connaît bien. Bah, parce que ça marche tout seul, hein, tout Ça simplement. marche tout seul. C'est Reverb à ressort. Hein, Bah oui, si c'est jamais ça. vous en avez besoin. Elle était éteinte là. Vas-y, on l'allume. Bon, petit hommage à Stevie Ray. Là, s'ils ont pris autant de coke que Stevie Ray, c'est un son normal. Il y a un chat de l'espace qui est sorti de la guitare, là, ça me plaît. On s'est pris une sacrée dose d'aigu. Voilà, merci Jean Casque, À bientôt. et à bientôt.